Chapitre 1. La peinture rouge. David Jarvis avait toujours été méthodique. À 34 ans, il avait bâti sa réputation de consultant en intégrité structurale grâce à sa précision, son attention aux détails et un besoin presque obsessionnel de comprendre comment les choses fonctionnaient, et plus important encore, comment elles pouvaient échouer. Son bureau à domicile reflétait cela. Des dossiers organisés, des tiroirs étiquetés, un calendrier codé par couleur sur le mur suivant des projets dans 3 états. Ce mardi matin avait commencé comme tous les autres. Il s'était réveillé à 5h47, exactement 13 minutes avant son alarme. Avait embrassé sa femme endormie, Laurie, sur le front, et était descendu, leur chat, Gatsby. Un tabi gris avec une expression perpétuellement jugeante, se faufilait entre ses jambes tandis qu'il préparait le café. « Pas maintenant, mon pote », murmura David. En faisant attention pour éviter l'animal, j'ai la présentation Meridian à 10h. Le projet de la tour Meridian avait consumé les 8 derniers mois de sa vie, 42 étages de verre et d'acier au centre-ville de Boston, représentant le joyau de la couronne du portefeuille de la Calhoun Development Corporation. David avait été engagé indépendamment pour vérifier les modifications structurelles que l'équipe de Malcolm Calhoun avait apportées pour réduire les coûts. Ce qu'il avait trouvé dans les documents l'avait tenu éveillé la nuit, des coins rognés, des matériaux inférieurs substitués, des calculs de charges qui ne collèrent pas. Il avait tout documenté, préparé son rapport, programmé la réunion de ce matin avec la commission du bâtiment. Malcolm Calhoun n'en serait pas ravi. Mais David avait appris il y a longtemps que la vérité importait plus que de plaire aux clients. Les bâtiments ne s'effondraient pas parce que les ingénieurs s'inquiétaient de blesser des sentiments. À 7h15, David attrapa sa mallette et se dirigea vers le garage. C'est alors qu'il le vit, de la peinture rouge. Un acrylique cramoisi vif destiné au projet artistique de Laurie pour le week-end. Renversé sur le sol du garage en une flaque qui s'étendait, le bidon sur le côté, tombé de l'étagère, Gatsby était assis non loin, léchant sa patte avec une innocence étudiée. « Jésus-Christ », souffla David. En fixant le désordre, la peinture s'était accumulée juste devant sa voiture, bloquant la porte du garage. Pire encore, elle avait éclaboussé le pneu avant et le béton dans un motif qui se répandrait dans toute la maison s'il essayait de rouler dessus. Il sortit son téléphone, vérifia l'heure. Deleted. La réunion était à 10h, au centre-ville de Boston, au minimum 40 minutes de route. Il avait prévu d'arriver tôt, de relire ses notes, de se préparer à la confrontation qu'il savait venir. David regarda la peinture, regarda Gatsby, regarda sa BMW immaculée qu'il avait nettoyée le week-end dernier. Il pouvait essayer de la nettoyer rapidement, risquer de la traîner partout. Arriver couvert de peinture, ou il pouvait rester à la maison, la nettoyer correctement, rejoindre la réunion par visioconférence. « Bon sang », murmura-t-il, en posant sa mallette. Son téléphone sonna. Le numéro de Malcolm Calhoun s'alluma sur l'écran. « David », tonna la voix de Malcolm avec une cordialité feinte. « Juste pour confirmer, tout est prêt pour ce matin. 10H Pile, le commissaire Brennan sera là. Quelques personnes du bureau du maire. Gros enjeu. À ce propos, » commença David. « Maintenant, j'espère que tu as eu le temps de reconsidérer certaines de ces conclusions préliminaires dont tu as parlé. Tu sais comment sont ces types du gouvernement? Ils voient une petite incohérence, et soudain on est noyé dans la paperasse pendant des mois. Ça coûte de l'argent à tout le monde? Ça retarde les emplois? Je suis sûr qu'avec ton expertise, on peut trouver une façon de présenter les données qui montrent que le Meridian était solide comme un roc. » La mâchoire de David se serra. Malcolm n'avait pas seulement lu entre les lignes de son résumé initial, il avait parfaitement compris que David avait trouvé de sérieux problèmes. Cet appel était une tentative de dernière minute pour le compromettre. « Le bâtiment a des déficiences structurelles qui doivent être corrigées, » dit David platement. « Ce n'est pas préliminaire. C'est un fait, une pause. » Quand Malcolm reprit la parole, la cordialité avait disparu. « David, j'ai construit 23 bâtiments dans cette ville. 23, jamais eu de problème. Tu es un consultant que j'ai engagé par courtoisie, pas quelqu'un qui dicte comment je gère mes projets. Je te le demande gentiment, ne rends pas ça difficile. Je te vois à 10h, dit David. En mettant fin à l'appel, il fixa la peinture rouge qui s'étendait sur le sol du garage, un frisson inexplicable lui descendant le long de l'échine. Plus tard, il se souviendrait de ce moment, du choix entre le pratique et le juste. Entre le facile et le sûr, il choisit de rester à la maison et de nettoyer la peinture. À 7h43, vêtu de vieux vêtements et armé de diluants pour peinture, David envoya un texto à son assistant, en retard. Le chat a renversé de la peinture, bloquant le garage. On rejoindra la réunion à distance d'ici 10h. À 8h15,
Laurie descendit en tenue de travail, ses talons claquant sur le parquet, toujours en train de nettoyer. « David, laisse tomber. Tu ne peux pas manquer cette réunion. Je la ferai, l'assura-t-il. Par visioconférence? C'est bon. » Elle travaillait aussi dans la tour Meridian, au bureau de location au 14e étage. Ils en avaient ri quand elle avait obtenu le poste 6 mois plus tôt, tous deux liés au plus grand projet de Malcolm Calhoun, bien que de manière très différente. « Je ne fais pas confiance à Malcolm, » dit-elle doucement, en le regardant frotter. « La façon dont il t'appelle, t'envoie des textos à des heures bizarres. Il est inquiet? Il devrait l'être, » répondit David. « Le bâtiment n'est pas sûr. Laurie, je ne signerai pas son approbation. » Elle embrassa le sommet de sa tête. « C'est pour ça que je t'ai épousée? M. Intégrité. » Elle jeta un œil à sa montre. « Je dois y aller. Réunion avec l'équipe de location à 9h. Je t'aime. Toi aussi? Je t'aime aussi. » La porte se ferma. David continua à frotter, méthodique, comme toujours, enlevant chaque trace de rouge du béton. À 9h07, son téléphone sonna. Le nom de Laurie sur l'écran? « Eh? Tu as oublié ?» commença-t-il. Son cri traversa le haut-parleur, brut et primal. Pas des mots, juste de la terreur. « Laurie !» Le cœur de David cogna contre ses côtes. « Laurie !» Qu'est-ce qui ne va pas? Le bâtiment? Sa voix se brisa en sanglots. « Oh mon Dieu, David! Oh mon Dieu, David! Le bâtiment? Quel bâtiment? Laurie! Parle-moi! Meridian! Il vient... » Elle ne put finir, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. David courait déjà vers la TV, attrapant la télécommande. Chaque chaîne d'infos montrait la même image. Un immense nuage de poussière s'élevant au-dessus du centre-ville de Boston, des débris tombant en pluie, des gens hurlant, courant, des sirènes d'urgence hurlant, la chaise en rouge, se brisant, effondrement de la tour Meridian. De multiples victimes redoutées, le monde bascula. David s'accrocha au comptoir pour se stabiliser. « Quand ?» murmura-t-il. « Laurie, quand est-ce qu'elle est tombée ?»« 9, sanglota-t-elle. 9h07. J'étais en train de marcher depuis le parking et j'ai entendu ce bruit, ce horrible bruit de craquement. Et puis elle a juste... Tout le monde, David, tous ceux qui étaient à l'intérieur, la réunion, etc. Mais les gens seraient arrivés tôt. Le personnel, la sécurité, son équipe, les gens de Malcolm, les représentants de la commission du bâtiment, le garde de sécurité, halta Laurie entre les sanglots. « Il y a un garde de sécurité? Franklin quelque chose ?» Il s'en est sorti, il dit à la police « David !» Il a dit qu'il a vu quelque chose, juste avant qu'elle tombe. Il a vu... La ligne se coupa. David resta figé dans sa cuisine. Du diluant pour peinture encore sur les mains, fixant la télévision tandis que la tour Meridian, 42 étages qui n'auraient pas dû être debout en premier lieu, devenait 42 étages de décombres et de morts. Et il aurait dû être à l'intérieur. Chapitre 2. La culpabilité du survivant. Les 6 heures suivantes se fondirent en un cauchemar de coups de téléphone, de reportages et de bilans de morts qui grimpaient régulièrement. David resta assis dans son salon, incapable de bouger, regardant les mêmes images tournées en boucle, la tour se dressant fièrement contre l'horizon de Boston un moment, s'effondrant sur elle-même le suivant, comme une démolition contrôlée sauf que personne n'avait rien contrôlé. Sauf que quelqu'un l'avait fait. La pensée se cristallisa lentement. Traversant le choc, David avait passé 8 mois à étudier les modifications structurelles de ce bâtiment. Il avait documenté chaque raccourci, chaque matériau substitué, chaque calcul préoccupant. Les bâtiments de cette taille ne s'effondraient pas simplement un mardi matin clair. Pas sans aide. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des collègues, des amis, des reporters qui avaient obtenu son numéro d'une manière ou d'une autre, demandant pourquoi il n'était pas dans le bâtiment, ce qu'il savait de l'intégrité structurale, s'il avait vu cela venir. Pas de commentaires. Il répétait mécaniquement, en mettant fin à chaque appel. Laurie rentra à 14h30. Pâle et tremblante, elle avait été au poste de police pour donner une déclaration, puis à l'hôpital, vérifiant sur ses collègues. 7 personnes de son bureau de location étaient à l'intérieur, aucune n'avait survécu. Ils s'étreignirent sur le canapé, sans parler, la TV continuant sa couverture implacable. À 16h, le bilan officiel était de 63 morts confirmés, des dizaines d'autres disparus dans les décombres. Les pompiers avaient abandonné les opérations de sauvetage. C'était maintenant une mission de récupération. À 17h47, exactement 12 heures après que David s'était réveillé, on frappa à la porte. 2 hommes se tenaient sur son porche. L'inspecteur Brian Brock, « Homicide »
et l'inspecteur Sean Saunders, crime majeur. Ils montrèrent leur badge, M. Jarvis. Nous aimerions vous poser quelques questions sur la tour Méridiane. David les fit entrer. Ils s'assirent dans son salon, carnet sorti, tandis que Laurie planait nerveusement dans l'embrasure de la porte. « Vous étiez censé être dans le bâtiment ce matin ?» dit Brock. « Ce n'était pas une question. »« Oui, réunion à 10 heures. J'étais en retard. »« Pourquoi ?» David expliqua pour la peinture. Gatsby, le désordre, en parlant, il observait leur visage. Il ne prenait pas seulement des notes. Il l'étudiait, cherchant des signes, des incohérences, des marques de tromperie. « Chat chanceux, » dit Saunders sèchement. « De quoi s'agit-il » demanda David. « Vous m'enquêtez. »« Nous enquêtons sur tous ceux liés au bâtiment, » répondit Brock. « Vous êtes consultant en structure. À votre avis professionnel, qu'est-ce qui a causé l'effondrement » David choisit ses mots avec soin. « J'aurais besoin d'examiner les débris, revoir les rapports d'ingénierie, analyser le motif d'échec. Mais préliminairement, les bâtiments ne tombent pas comme ça sans déficience structurelle significative. Aviez-vous identifié de telles déficiences ?»« Oui. J'ai documenté des préoccupations étendues dans mon rapport préliminaire, matériaux de qualité inférieure, calcul de charges modifiées, renforcement insuffisant et colonnes portantes critiques. J'allais présenter ces conclusions ce matin. » Les inspecteurs échangèrent des regards. « Vous avez toujours ce rapport ?» demanda Saunders. « Oui. Et toute ma documentation source ? Photographies. Échantillons de matériaux. Tout. Nous allons avoir besoin de copies de tout cela ?» David hocha lentement la tête. Son esprit courant. « Vous ne pensez pas que c'était un accident ?» Brock se leva, signalant que l'entretien était terminé. « Nous n'excluons rien. M. Jarvis. Ne quittez pas la ville. Nous resterons en contact. » Après leur départ, Laurie se tourna vers lui, le visage blanc. « David. Il pense que quelqu'un l'a fait exprès. Il pense que c'était un meurtre. Je sais, et tu étais censé être là. Tu étais censé être dans ce bâtiment. Je sais, » il répéta, en la serrant contre lui. Mais il pensait à l'appel de Malcolm Calhoun ce matin, ne rend pas ça difficile. Au timing, 9h07, presque 1 heure avant la réunion programmée, quand seuls les arrivants précoces seraient à l'intérieur. Aux gardes de sécurité qui avaient survécu, qui avaient vu quelque chose, à 20h32, le téléphone de David vibra avec un texto d'un numéro inconnu. « Rencontrez-moi, minuit, Old Harbor Diner sur Seaport. Venez seul. Je sais ce qui s'est passé. Franklin Wilder. » David fixa le message. « Franklin Wilder, le garde de sécurité. » Il effaça le texto et dit à Laurie qu'il allait se coucher tôt. À 23h47, il sortit discrètement de la maison. Chapitre 3. Le témoin, le Old Harbor Diner, était accroupi entre un marché de poissons fermé et un atelier de carrosserie, le genre d'endroit qui servait les travailleurs de 3e équipe et les insomniaques. Des lumières fluorescentes dures bourdonnaient au-dessus de banquettes en vinyle craquelé. Une serveuse fatiguée remplissait le café d'un camionneur solitaire. L'odeur de café brûlé et de graisse flottait dans l'air. Franklin Wilder était assis dans la banquette du fond, penché sur une tasse de café noir. Il avait la fin de la cinquantaine, une barbe grise sur son visage buriné, des mains qui tremblaient légèrement en portant la tasse à ses lèvres. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. David se glissa dans la banquette en face de lui. « Vous êtes le garde de sécurité ?» Franklin hocha la tête. « Rez-de-chaussée. Entrée nord. 22 ans à ce poste ?» Sa voix était rauque. Éraflée. J'ai pointé à 6 heures comme toujours. Fais mes rondes à 6h30. Senartrida. Etoratrida. Tout normal, jusqu'à... Il s'arrêta, déglutit difficilement. Jusqu'à quoi ? Encouragea David doucement. Jusqu'à 9h02. Je suis à mon bureau. Regardant les moniteurs, il y avait peut-être 30 personnes dans le bâtiment. Les leftos, l'équipe de nettoyage. Quelques cadres, puis je le vois. Qui ? Malcolm Calhoun, sortant du sous-sol. Le niveau maintenance, il n'est pas censé être là-bas. Le bâtiment n'ouvre officiellement qu'à 9h30 et il ne fait certainement pas de travaux de maintenance. Les mains de Franklin se serrèrent autour de sa tasse de café. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait remarquer, c'est ce qu'il portait. David se pencha en avant. Qu'est-ce qu'il portait ? Un sac de sport, noir, l'air lourd, et ses vêtements, ils étaient sales. De la poussière sur son pantalon, sa veste, comme s'il avait travaillé là-bas. Franklin rencontra les yeux de David. J'ai vu des démolitions contrôlées. M. Jarvis. Mon frère est dans la construction. Je sais à quoi elle ressemble. Et à 9h02, quand je vois Malcolm Calhoun sortir du sous-sol, l'air d'avoir manipulé des explosifs. Je sais que quelque chose cloche.
Qu'avez-vous fait » Je me suis levé, j'ai commencé à marcher vers lui pour demander ce qu'il faisait. Il me voit, et son visage, Franklin frissonna. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air si froid. Il dit « Tu devrais partir, Franklin ? Prends une pause, une longue promenade, juste comme ça, calme comme tout, et puis il sort par la porte d'entrée. Et vous êtes parti ?» devina David. « J'ai couru, admit Franklin. La honte dans la voix, quelque chose dans ses yeux m'a dit que si je restais, je mourrais. Donc j'ai couru. J'étais à 50 mètres quand j'ai entendu le premier craquement. Je me suis tourné juste à temps pour voir les colonnes de soutien au rez-de-chaussée fléchir. Puis tout s'est effondré. David s'assit en arrière, assimilant. « Vous l'avez dit à la police ?» Bien sûr que je leur ai dit. Ils ont pris ma déclaration, tout noté. Puis environ 1 heure plus tard, cet inspecteur revient, un type nommé Saunders. Et il dit « M. Wilder, êtes-vous sûr du timing ? Parce que nous avons des images de sécurité montrant que Malcolm Calhoun était à son bureau à Cambridge à 8h45 et des enregistrements téléphoniques le plaçant en conférence de 8h30 à 9h15. C'est impossible. Vous l'avez vu ? Je sais ce que j'ai vu. » Franklin frappa sa paume sur la table, attirant un regard de la serveuse. Il baissa la voix. Ils disent que je suis confus, traumatisé, que peut-être j'ai vu quelqu'un d'autre, ou peut-être j'ai vu Malcolm plus tôt et je me souviens mal. Ils me font passer pour un témoin peu fiable. L'esprit de David courait. Les images de sécurité, du bâtiment, les ont-ils récupérées ? C'est le truc. Il n'y a rien à récupérer. Tout le système de sécurité était analogique. Enregistré sur place, tout a été détruit dans l'effondrement. Les seules images sont des caméras externes, Vosdero, et celles-là ne montrent pas clairement le sous-sol ou le hall. Pratique, n'est-ce pas ? La mâchoire de Franklin se serra. Je sais ce que j'ai vu. M. Jarvis. Malcolm Calhoun a fait tomber ce bâtiment, a tué 63 personnes, et il va s'en tirer parce qu'il est riche et connecté, et il a des alibis, et je ne suis qu'un garde de sécurité qui ne peut rien prouver. David resta silencieux un long moment. « Pourquoi me contacter ? Parce que vous étiez censé mourir aussi, dit Franklin sans détour. Votre nom était sur la liste de réunion. Décédure. Salle de conférence A, 40e étage. Malcolm savait que vous seriez là, quel que soit le rapport que vous alliez présenter. Il ne voulait pas que quiconque l'entende, donc il a tué 63 personnes pour me faire taire. Non, il a tué 63 personnes parce que c'était plus facile que d'affronter les conséquences de la construction d'un piège mortel. Le paiement d'assurance sur la tour Meridian est de 400 millions de dollars. Il a déjà déposé la réclamation défaillance structurelle. Acte de Dieu, accident tragique. Il s'en sort riche et libre. Et tous ceux qui pourraient contredire son histoire sont morts, sauf vous. Et moi, Franklin hocha la tête sombrement. C'est pourquoi je quitte Boston demain. Je vais chez mon frère dans le Montana. Change de nom. Disparaisse. Vous devriez faire de même. Oh, dit David lentement. Je pourrais finir ce que j'ai commencé. Franklin le fixa. Vous voulez vous en prendre à Malcolm Calhoun, l'homme qui vient de tuer 63 personnes et de le faire passer pour un accident? Qui a assez d'argent et de pouvoir pour effacer les preuves et faire taire les témoins? J'ai 8 mois de documentation prouvant que son bâtiment était structurellement défectueux. J'ai des photographies, des analyses de matériaux, des calculs d'ingénierie. J'ai votre témoignage sur ce que vous avez vu. Mon témoignage ne vaut rien sans preuve. Alors on trouve de la preuve. La voix de David était calme, mais quelque chose de dur s'était installé derrière ses yeux. Vous avez dit que le système de sécurité était analogique, enregistré sur place, mais vous surveillez depuis un bureau central. Nonda, de multiples caméras, 37 caméras dans tout le bâtiment, et elles convergeaient toutes vers votre station. Avez-vous déjà fait des copies personnelles? Sauvegardé quoi que ce soit? Franklin hésita. Il y a un protocole contre ça. Mais parfois, quand il y avait des incidents, des vols, des disputes, je faisais des copies sur une clé USB pour ma propre protection. Vous avez toujours ces clés? Peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a dessus ou jusqu'où elles remontent. David se pencha en avant, les yeux intenses. Trouvez-les, passez en revue chaque minute d'image que vous avez du mois passé. Si Malcolm planifiait ça, il aurait eu besoin d'accès au sous-sol, aux structures de soutien. Il aurait eu besoin de temps pour installer ce qui a fait tomber ce bâtiment. Trouvez-moi de la preuve. Franklin, trouvez-moi de la preuve. Et si je le fais, quoi alors? On va à la police avec une clé USB. Ils diront qu'elle est compromise, irreceivable. Que vous l'avez truquée? On ne va pas à la police, dit David doucement. On va l'enterrer nous-mêmes. Franklin l'étudia un long moment. Vous avez un regard sur vous, comme si vous aviez pris une décision permanente. Je l'ai
63 personnes sont mortes parce que Malcolm Calhoun valorise le profit plus que les vies. L'une d'elles aurait pu être ma femme. Tous auraient dû être moi. Je ne vais pas le laisser s'en tirer. Ce ne sera pas légal. Je m'en fiche. Ça pourrait même ne pas être sûr. Rien dans tout ça n'est sûr, répondit David. Mais c'est juste... Franklin resta silencieux, tournant sa tasse de café dans ses mains. Finalement, il hocha la tête. Je regarderai mes archives. Si je trouve quelque chose, je vous contacterai. Mais après ça, je suis parti. J'ai des petits-enfants dans le Montana. J'aimerais vivre pour les voir grandir. Compris ? David se leva, laissant 2 billets de 20 sur la table. Soyez prudent. Franklin, si Malcolm pense que vous êtes une menace, je suis déjà une menace. C'est pourquoi je fuis. Franklin leva les yeux vers lui. Vous devriez fuir aussi. M. Jarvis. Les hommes comme Malcolm Calhoun ne laissent pas de détails en suspens. David sortit dans la froide nuit de novembre, le poids de ce qu'il avait décidé s'installant sur lui comme un manteau lourd. Il ne fuyait pas, il chassait. Chapitre 4. Les plans du diable. 3 jours après l'effondrement, David se tenait aux côtés de Laurie dans une église bondée de personnes en deuil. La cérémonie commémorative honorait les 63 victimes en même temps. Il y avait trop de funérailles individuelles pour que la ville puisse les gérer séparément. Laurie serrait sa main tandis qu'on lisait les noms. Jennifer Chun, 29 ans, coordinatrice marketing, Marcus Williams. 51 ans, ingénieur du bâtiment, Samuel Glover. 34 ans, architecte et... David reconnut ce dernier nom. Sam Glover avait fait partie de l'équipe de conception originale de Malcolm. Vocal sur les coupes budgétaires, il avait été réaffecté à un autre projet 6 mois plus tôt. Maintenant, il était mort. Malcolm Calhoun était assis au premier rang, flanqué d'avocats et de gens des relations publiques, l'air appropriément dévasté. Quand il prit le podium pour parler, sa voix se brisa au bon moment. C'était « mes gens », dit-il, les larmes aux yeux. Mes collègues, mes amis, j'ai construit cette tour pour qu'elle dure 100 ans, pour qu'elle soit un monument à l'avenir de Boston. Qu'elle ait échoué, qu'elle ait emporté ses belles âmes, je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Les mains de David se serrèrent en poing. Laurie serra plus fort. Doucement, murmura-t-elle. Pas ici. Après la cérémonie, les gens se mêlèrent, offrant des condoléances, partageant des histoires. David remarqua l'inspecteur Brock observant depuis la périphérie, étudiant les visages, prenant des notes. Leurs yeux se croisèrent brièvement. Brock inclina la tête. Une invitation ? David s'excusa et rejoignit l'inspecteur dehors. « Belle cérémonie », dit Brock, en allumant une cigarette. « Bien que je trouve toujours intéressant qui se présente à ces choses, les parties coupables aiment regarder les conséquences, se sentir puissants. Vous pensez que Malcolm a tué ces gens ? Je pense qu'un bâtiment de 42 étages ne s'effondre pas spontanément. Je pense que les rapports d'ingénierie préliminaire montrent des signes de défaillance explosive dans les colonnes de soutien. Je pense que Malcolm Calhoun avait 400 millions de raisons de vouloir ce bâtiment disparu. » Brock tira une bouffée, mais penser et prouver sont des choses différentes. Qu'en est-il du témoignage de Franklin Wilder ? Le garde de sécurité affirme avoir vu Malcolm au sous-sol à 9h02. Malcolm a des preuves vidéo le plaçant à Cambridge à 8h45. Des enregistrements téléphoniques pour un appel de 8h30 à 9h15. Et 3 témoins qui disent qu'il était en réunion petit déjeuner jusqu'à 9h30. Brock secoua la tête. Wilder ne ment pas. Je crois qu'il a vu quelqu'un, mais ce n'était pas Malcolm. Ça ne pouvait pas l'être. À moins que les alibis soient fabriqués. Vous savez comme c'est dur de falsifier des images de sécurité horodatées et des enregistrements de compagnies téléphoniques. Sans parler de coordonnées des témoins vivants, Brock écrasa sa cigarette. Malcolm est intouchable. M. Jarvis. Quoi qu'il ait fait, comment il l'a fait, il a couvert ses traces parfaitement. Rien n'est parfait. Brock sourit sombrement. Peut-être que vous trouverez ce que nous ne pouvons pas. Vous étiez aussi sa cible ? Après tout, l'homme qui essaie de vous tuer et échoue, c'est personnel. Vous suggérez que je mène ma propre enquête. Je suggère que vous êtes un ingénieur en structure avec 8 mois de documentation sur un bâtiment qui s'est effondré. Le FBI va vouloir vous parler éventuellement. Peut-être que vous voudrez organiser vos conclusions. Brock lui tendit une carte avec un numéro écrit à la main. C'est mon portable personnel. Si vous découvrez quelque chose d'intéressant, appelez-moi jour ou nuit. Ce soir-là, David s'enferma dans son bureau à domicile. Il étala chaque document, photographie et analyse qu'il avait collecté sur la tour Méridiane. 8 mois de travail couvraient chaque surface, des reçus de matériaux montrant des substitutions de qualité, des photographies de coulées de béton de qualité inférieure,
des calculs démontrant un soutien de charge inadéquat, mais rien ne prouvait un sabotage délibéré, ça montrait de la négligence, des coupes de coups, des pratiques de construction dangereuses, ça pourrait mettre fin à la carrière de Malcolm. Peut-être même mener à des accusations criminelles pour homicide involontaire corporatif. Mais ça ne prouverait pas le meurtre. À 23h34, son téléphone vibra, numéro inconnu. Vérifiez votre email. FW. David ouvrit son ordinateur portable. Un nouveau message d'un compte jetable. Pas de sujet. La pièce jointe était un fichier vidéo compressé étiqueté Meridian_October 15 B300 2000. AV. Il le téléchargea, le cœur battant, les images étaient granuleuses, en noir et blanc, flux de caméras de sécurité du niveau sous-sol. L'horodatage montrait le 15 octobre, 23h. Le cadre montrait un couloir de maintenance, des tuyaux et des conduits visibles au plafond. Pendant 30 secondes, rien ne se passa, puis une figure entra dans le cadre, homme, taille moyenne, portant une combinaison de maintenance et une casquette de baseball baissée. Il portait un sac et se déplaçait avec détermination vers une colonne de soutien. Il posa le sac, sortit des outils et commença à travailler sur quelque chose que David ne pouvait pas tout à fait voir. La figure travailla pendant 43 minutes, vérifiant occasionnellement son téléphone, faisant des ajustements à 0h30. Il rangea et quitta le cadre. David rembobina, pausa, améliora l'image autant que la qualité le permettait. Le visage de l'homme n'était jamais visible, toujours tourné loin de la caméra, mais sa corpulence, ses mouvements, la montre coûteuse visible quand sa manche remontait, son téléphone sonna. « Franklin Wilder, vous l'avez eu ?» demanda Franklin sans préambule. « Je le regarde maintenant. 15 octobre. Qui est-ce » Continuez à regarder. J'en ai 4 autres dates. Fint. 18-22, 27 octobre et 2 novembre. Toujours entre 23h et 3h. Toujours la même personne, même routine. Il installe quelque chose dans ses colonnes. Percé place quelque chose dedans. Shelley. La formation d'ingénieur de David s'activa. Charge façonnée. Charge de coupe linéaire placée contre les colonnes de soutien. Déclenchez-les dans la bonne séquence et vous pouvez faire tomber un bâtiment exactement comme vous voulez. C'est ce que j'ai pensé. Démolition de grade militaire. Mais vous ne pouvez pas voir son visage. Ne pouvez pas prouver que c'est Malcolm. 5e vidéo, dit Franklin. 2 novembre. Regardez jusqu'à la fin. David avança rapidement jusqu'au fichier du 2 novembre. Même scène, même figure mystérieuse. Mais à 1h47, le téléphone de l'homme sonna car il répondit, parla brièvement. Pas d'audio sur le flux de sécurité. Et en se tournant pour faire les 100 pas, son visage fut capturé par la caméra pendant exactement 3 secondes. David pausa les cadres, l'améliora et sentit son souffle se couper. Ce n'était pas Malcolm Calhoun, c'était Jim West, le chef de construction de Malcolm, l'homme qui avait supervisé chaque aspect de la construction de Meridian. Jim West, souffla David, le chien d'attaque de Malcolm, confirma Franklin. Fait tout son sale boulot, mais voici la partie intéressante. J'ai creusé dans le passé de West, ancien corps des ingénieurs de l'armée, spécialiste en démolition, renvoyé avec déshonneur en 2003 pour usage non autorisé d'explosifs. Il travaille pour Malcolm depuis, donc Malcolm ne l'a pas fait lui-même. Il a fait faire à West, ce qui veut dire qu'on ne peut toujours pas prouver que Malcolm l'a ordonné. West pourrait prétendre avoir agi seul, avoir une rancune, quoi que ce soit. Malcolm s'en sort propre. David fixa l'image figée du visage de Jim West. Sauf si on fait parler West. Bonne chance avec ça. Le type est un psychopathe. Il ne craquera pas sous la pression. Tout le monde craque, dit David doucement. Il faut juste trouver le bon point de pression. Il passa les 2 jours suivants à creuser dans la vie de Jim West, dossier militaire, historique d'emploi, état financier, réseaux sociaux. West vivait seul dans un appartement modeste à Quincy, conduisait un pick-up usé, se tenait à lui-même, pas de famille, pas d'amis proches, pas de vulnérabilité évidente, mais il avait une routine. Chaque jeudi soir, West allait dans un bar minable appelé le Rusty Anchor à South Boston. Il s'asseyait dans la même banquette, buvait du whisky, jouait au poker avec 3 autres habitués. Il restait jusqu'à minuit, puis rentrait en voiture. Jeudi soir, David attendait. Chapitre 5. Le point de pression. Le Rusty Anchor sentait la bière éventée et les mauvaises décisions. David était assis au bar, sirotant un soda au gingembre, observant Jim West dans la banquette du coin, cartes en main. West était un homme aux épaules épaisses dans la cinquantaine avec des yeux froids et des jointures cicatrisées. Il gagnait la plupart des mains,
collectait son argent sans se vanter, buvait méthodiquement. À 23h47, West encaissa et se dirigea vers la porte. David le suivit à distance. Le pick-up de West était garé dans un parking mal éclairé derrière le bar. David attendit que West déverrouille la porte, puis sortit des ombres. Jim West. West pivota, la main allant à sa veste. David leva les mains, montrant qu'elles étaient vides. « Je ne suis pas armé. Je veux juste parler. » Les yeux de West se plissèrent. « Je te connais? Tu es ce consultant? Jarvis. Tu étais censé être dans le Meridian. Chanceux. Hein? Qu'est-ce que tu veux? La vérité sur ce qui s'est passé? West Street. Un son dur? Le bâtiment s'est effondré. Accident tragique. Qu'y a-t-il à savoir? Je sais pour les charges façonnées dans les colonnes de soutien. Je sais que tu les as installées sur 5 nuits en octobre et début novembre. J'ai des images de sécurité montrant ton visage. L'expression de West ne changea pas, mais sa posture se modifia, subtile, dangereuse. Tu portes de graves accusations? J'énonce des faits. La question est ce qu'on en fait? Tu devrais aller à la police? Dit West. C'est ce que font les innocents. Je ne suis pas intéressé par la police, je suis intéressé par Malcolm. Ça provoqua une réaction, un léger resserrement autour des yeux de West. Tu penses que Malcolm a quelque chose à voir avec ça? Je sais qu'il l'a fait. Tu es son chef de construction? Tu ne plantes pas d'explosifs dans son bâtiment phare sans ses ordres. Mais je sais aussi que tu es celui qui prendra la chute si ça sort. Malcolm a des alibis, des avocats, de la distance? Tada! Tu as ton visage sur des images de sécurité en train de poser des bombes? West resta silencieux un long moment, même si tout ça était vrai. Ce que je ne dis pas. Pourquoi je te parlerais? Parce que Malcolm te tend un piège, dit David. Pense-y, il sait que ces images existent. Les systèmes de sécurité ont des sauvegardes. Éventuellement, quelqu'un les trouve. Quand ils le font, quel visage voit-il? Pas celui de Malcolm. Le tien, tu seras accusé de 63 meurtres pendant que Malcolm joue la victime. Prétend qu'il n'avait aucune idée que son chef de construction sabotait le bâtiment. Malcolm ne ferait pas ça? Malcolm a tué 63 personnes pour de l'argent d'assurance. Tu penses qu'il hésiterait à te jeter sous le bus? La mâchoire de West se serra. Tu ne sais pas de quoi tu parles? Alors éduque-moi. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Dis-moi pourquoi. Pendant un moment, David pensa que West pourrait vraiment parler. Il vit quelque chose clignoter dans les yeux de l'homme. Du doute, peut-être, ou de la peur. Mais ensuite l'expression de West durcit. Fous le camp de là. Jarvis. Et si tu es malin, tu arrêteras de poser des questions? Les hommes qui menacent Malcolm Calhoun tendent à avoir des accidents. Il monta dans son camion et partit. David resta dans le parking, son cœur battant. Il avait poussé trop fort, trop vite. West n'allait pas retourner sa veste. Il était trop loyal, trop profond dans la poche de Malcolm, ou trop effrayé. Il avait besoin d'une approche différente. Le matin suivant, David appela l'inspecteur Brock. J'ai des images de sécurité montrant Jim West en train de poser des explosifs dans le sous-sol de la tour Meridian, dit-il sans préambule. Silence. Puis, peux-tu prouver que c'est West? Reconnaissance faciale claire sur un cadre. Plus je peux identifier les matériaux comme des charges façonnées de grades militaires basées sur la méthode d'installation, envoie-moi tout, je vais faire venir West pour interrogatoire. Il ne parlera pas, il est trop protégé. Laisse-moi m'inquiéter de ça. Tu as fait du bon travail, Jarvis. David raccrocha, mais il ne se sentait pas bien. Il avait l'impression d'avoir sacrifié un pion sans gagner davantage. West allait prendre un avocat, refuser de répondre aux questions, peut-être même quitter la ville, et Malcolm resterait intouchable. Cet après-midi, Laurie le trouva dans son bureau, fixant des photos de scènes de crime de l'effondrement de Meridian. « Tu dois arrêter, dit-elle doucement. Je ne peux pas. David. La police là maintenant. Tu as fait ta part? Laisse-les s'en occuper. Ils ne peuvent pas toucher Malcolm. Pas sans preuve qu'il l'a ordonné, et West ne leur donnera pas ça. » Laurie s'assit à côté de lui, prit sa main. « Je m'inquiète pour toi. Tu ne dors pas? Tu mangeais à peine. Cette obsession, ce n'est pas de l'obsession, c'est de la justice. C'est de la vengeance, corrigea-t-elle, et je comprends pourquoi. Mais la vengeance ne ramènera pas ces gens, elle ne changera pas ce qui s'est passé. Elle fera en sorte que Malcolm paie pour ce qu'il a fait. Ou elle te fera tuer. Ses yeux étaient humides, j'ai failli te perdre une fois. Ce chat, ce stupide chat est de la peinture renversée. C'est la seule raison pour laquelle je t'ai encore. Je ne vais pas te perdre à cause de ça. David la serra contre lui, enfouit son visage dans ses cheveux. Je suis désolé, je sais que j'ai été distant, mais je ne peux pas laisser tomber, pas jusqu'à ce qu'il paie. Alors promets-moi que tu seras prudent. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide.
Il promit, sachant que c'était un mensonge. Cette nuit-là, David reçut un email d'une adresse cryptée. M. Jarvis. Nous devrions nous rencontrer. J'ai des informations sur Malcolm Calhoun que vous voudrez entendre. Demain, 4 ans déjà. Jardins Publics. Le pont. Venez seul. M. K. M. K. David passa en revue tous ceux liés à l'affaire. Personne avec ses initiales. Ça pourrait être un piège. Malcolm pourrait savoir qu'il enquêtait, pourrait l'attirer dehors, ou ça pourrait être la percée dont il avait besoin. À 13h55 le lendemain, David se tenait sur le pont, dans les jardins publics, regardant des cygnes glisser sur l'étang. L'air de novembre était froid, le parc presque vide. À 14h03, une femme approcha. Elle avait la mi-trentaine, tenue professionnelle, manteau coûteux. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, son expression soigneusement neutre. M. Jarvis. « C'est moi, je suis Macon, dit-elle, en tendant la main. Je suis l'ancienne comptable de Malcolm Calhoun. Chapitre 6. La piste papier. Macon n'avait pas l'air de quelqu'un qui trahirait son ancien employeur. Elle avait l'air de quelqu'un qui témoignerait devant le Congrès sans ciller. Yeux vifs, poignée de main ferme, le genre de composure qui venait de gérer des millions d'autres personnes. Tejas, ancienne comptable, demanda David. Depuis 3 jours, j'ai démissionné. Elle jeta un œil autour du parc vide. « Pouvons-nous marcher ?» Ils avancèrent le long du chemin, leur souffle fumant dans l'air froid. « Pourquoi me contacter ?» demanda David. « Parce que vous êtes la seule personne à essayer activement d'arrêter Malcolm, qui n'est pas un flic entravé par la procédure, mais serra son manteau plus fort. J'ai travaillé pour Malcolm pendant 6 ans, géré ses finances personnelles, ses comptes corporatifs, ses diverses sociétés holding. Je savais qu'il rognait les coins, je savais qu'il jouait vite avec les livres. Mais je pensais que c'était juste des trucs de riches. Évasion fiscale, comptabilité créative, rien qui blessait réellement quelqu'un. Jusqu'au méridien, confirma-t-elle. Quand j'ai vu les nouvelles, vu ces gens mourir, j'ai commencé à examiner les comptes plus attentivement et j'ai trouvé des choses qui n'avaient pas de sens. Comme quoi, mais lui tendit une clé USB 3 semaines avant l'effondrement. Malcolm a transféré 8 millions de dollars de Calhoun Development à une société écran au Caïman. La société n'existe pas, c'est juste un évitement fiscal. 2 semaines avant l'effondrement, cette société écran a payé 3 millions de dollars à une autre société. Aussi fausse, enregistrée dans le Delaware, blanchiment d'argent. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais ensuite, j'ai tracé les transactions de la société du Delaware. Elle a payé des frais de consulting de 750 000 dollars à un contractant privé. Pas de nom, juste un compte numéroté, Jim West, devina David. Je ne sais pas, mais voici ce qui est intéressant. Le paiement était codé comme consulting structurel et il a été fait le 14 octobre, la veille du jour où West a commencé à installer les explosifs. Malcolm a payé quelqu'un 3/4 million de dollars à travers 2 couches de sociétés écrans la veille du jour où son propre bâtiment a été saboté. Prépaiement pour service rendu, date May. Je ne peux pas le prouver au tribunal. Les sociétés écrans fournissent trop de déni plausible. Mais le timing, le montant, le codage. Malcolm a payé pour que ce bâtiment tombe. Pourquoi me dire ça? Pourquoi ne pas aller au FBI? Mais s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face. Parce que je suis allé au FBI, here, je leur ai donné des copies de tout. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était suspect, mais pas concluant. Ils ont dit qu'ils enquêteraient, mais que ça pourrait prendre des mois pour démêler la structure corporative. Ils ont dit « Merci pour l'information » et m'ont montré la porte. Ses mains se serrèrent en poing. 63 personnes sont mortes. M. Jarvis. J'ai fait les impôts de Malcolm. J'ai déposé ses rapports. Je l'ai aidé à cacher de l'argent qu'il a ensuite utilisé pour tuer des gens. Donc oui, je suis allé aux autorités, mais je ne m'arrête pas là. Je vous donne tout ce que j'ai parce que je pense que vous ferez réellement quelque chose avec. David l'étudia. Vous voulez aussi de la vengeance? Je veux de la responsabilité. Il y a une différence. Elle hocha la tête vers la clé USB. Tout est dessus. Enregistrement bancaire, reçu de virement, dépôt corporatif, emails. Construisez votre dossier, exposez-le. Je me fiche de comment vous le faites. Légal, illégal, quoi que ce soit, assurez-vous juste que Malcolm Calhoun ne s'en tire pas. Il viendra après vous quand il découvrira que vous avez fuité ça. J'ai déjà quitté l'État, je reste avec de la famille en Oregon jusqu'à ce que ce soit fini. Pour ce que c'est Malcolm, j'ai démissionné pour raisons personnelles et déménagé. Il n'a aucune idée de ce que j'ai pris. Il le découvrira. Alors il le découvrira, dit May sombrement. Mais d'ici là, il sera trop tard.
Elle s'éloigna sans un mot de plus, laissant David debout sur le pont avec une clé USB contenant 8 millions de raisons de détruire Malcolm Calhoun. Il rentra directement, s'enferma dans son bureau et passa les 6 heures suivantes à examiner les fichiers de May. Elle n'avait pas exagéré, c'était toute la feuille de route financière de l'opération de Malcolm, sociétés écrans dans des sociétés écrans. Argent se déplaçant à travers une douzaine de juridictions, structuré soigneusement pour éviter l'examen, mais le paiement du 14 octobre était l'arme fumante, 750 000 $ codés comme consulting structurel à un compte numéroté. David croisa les dates avec les images de Franklin. Corrélation parfaite. Il appela Franklin. « J'ai besoin que vous découvriez qui possède le compte numéro 847 27 392 caca à la Banque corporative du Delaware. C'est impossible sans assignation. Trouvez un moyen. » 2 jours plus tard, Franklin rappela « Vous n'allez pas aimer ça. Dites-moi, le compte appartient à une firme de consulting appelée West Point Engineering Solutions, possédée par James T. West. Votre gars ?» David ferma les yeux. C'était là. Paiement direct de Malcolm à West, timed exactement avec l'opération de sabotage. Ce n'était pas étanche. Malcolm pourrait prétendre avoir engagé West pour du consulting légitime, mais combiné avec les images de sécurité, ça construisait un dossier convaincant. Il appela l'inspecteur Brock. « J'ai des enregistrements financiers liant Malcolm Calhoun à Jim West, incluant un paiement de 750 000 $ fait la veille du jour où West a commencé à poser des explosifs. » Brock siffle à basse. D'où viennent ces enregistrements ? Source anonyme. Anonyme ne tient pas au tribunal. Alors obtenez un mandat. Forcez Malcolm à produire ses enregistrements financiers. Le paiement est réel. Vous le trouverez. Sur quelle base ? Nous n'avons pas de cause probable pour fouiller les comptes de Malcolm. Vous avez des images de sécurité de West posant des explosifs. Vous avez mon rapport d'ingénierie montrant que le bâtiment était compromis structurellement. Vous avez 63 cadavres. Faites signer un juge. Silence. Puis j'ai serré. Mais Jarvis, Malcolm a des avocats puissants. Même si on obtient le mandat, même si on trouve le paiement, il prétendra que c'était des frais de consulting légitimes. On a besoin que West retourne sa veste. On a besoin d'un témoignage que Malcolm a ordonné le sabotage. Alors faites retourner West. On l'a amené pour interrogatoire hier. Il a pris un avocat immédiatement. N'a pas dit un mot. On peut le retenir 48 heures max, sans accusation. Après ça, il sort. L'esprit de David courait. Et si West ne sortait pas, qu'est-ce que vous voulez dire ? Et si quelque chose lui arrivait avant les 48 heures ? Quelque chose qui le rende plus coopératif. Jarvis, je suis un flic. Je ne peux pas. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Je dis juste, hypothétiquement, si quelqu'un convainquait West de parler pendant ces 48 heures, ce témoignage serait recevable. Non. Une longue pause. Si c'était donné volontairement ? Oui. Bon à savoir. David raccrocha avant que Brock puisse objecter. West était détenu à la prison du comté de Suffolk. 48 heures signifiait qu'il serait relâché dimanche matin à 9 heures. Aujourd'hui était vendredi après-midi. David avait environ 40 heures pour faire trahir Malcolm Calhoun par Jim West. Il passa un appel à un numéro qu'il avait trouvé dans les fichiers de May, un détective privé que Malcolm avait utilisé pour des vérifications de fonds. David se présenta comme un ami de Malcolm, dit qu'il avait besoin d'aide pour une affaire délicate, offrit le double du tarif habituel. Le détective accepta de rencontrer à minuit. David exposa son plan. C'était risqué, probablement illégal, définitivement dangereux. Mais ça marcherait. Il le fallait. Chapitre 7. Point de rupture. Le nom du détective privé était Dale Welch, un ancien flic devenu mercenaire, le genre d'homme qui ferait n'importe quoi pour le bon prix. David le rencontra dans le parking d'un centre commercial fermé, lui tendit une enveloppe contenant 20 000 $ en cash. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Dale, en comptant les billets. « Je suis sûr. Pouvez-vous le faire arriver ? Pour ce prix ? Absolument. » Dale empocha l'argent. « Donnez-moi 6 heures. » David rentra, s'édoucha, se changea en vêtements sombres et attendit. À 6 heures samedi matin, son téléphone vibra. « C'est fait. » D.W. David conduisit jusqu'à la prison du comté de Suffolk et demanda une réunion avec Jim West. Le garde avait l'air sceptique. West n'était pas autorisé aux visiteurs sans son avocat présent, mais David lâcha le nom de l'inspecteur Brock, dit que c'était lié à l'enquête Méridiane et fut autorisé à contre-cœur 15 minutes dans une salle de consultation privée. West était assis, menotté à une table, l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, son visage tiré. Quand David entra, quelque chose comme du soulagement clignota sur son expression avant de durcir en colère. « Jarvis, venu jubilé,
Je suis venu t'offrir un deal. J'ai un avocat. Je n'ai pas besoin de tes deals. Ton avocat est bon? Dit David, en s'asseyant en face, mais il ne peut pas t'aider avec ça. Il glissa une photographie sur la table, West la fixa, et toute la couleur quitta son visage. La photo montrait une femme dans la trentaine, cheveux noirs, joli sourire, poussant une poussette dans un parc. Elle riait de quelque chose hors cadre. Son nom est Kelly Gibbs, dit David doucement. C'est ta fille. Les mains de West se serrèrent. Je n'ai pas de fille. Tu en avais une, il y a 19 ans, avant de partir pour l'armée. Sa mère, Jessica Gibbs, ne t'a pas dit qu'elle était enceinte? A élevé Kelly seule. Mais Kelly a découvert ton existence il y a 3 ans. T'as traqué, elle t'observe de loin, essayant de décider si contacter. La respiration de West était superficielle. Comment tu... Elle travaille comme assistante juridique à Cambridge, vit dans un studio sur Maple Street, a une fille de 2 ans nommée Emma. Ta petite fille, elles vont au parc tous les samedis matins à 9h. David se pencha en avant. En ce moment, il est 6h15, à 9h. Kelly sera à ce parc? Et à moins que tu me donnes ce dont j'ai besoin, elle va passer une très mauvaise journée. West bondit par-dessus la table, les chaînes se tendant. Tu la touches? Je te tue, putain. Je ne la toucherai pas, dit David calmement, mais l'homme que j'ai engagé le fera. À moins que tu coopères, alors je l'annule. Et Kelly ne sait jamais qu'elle était en danger. Ton choix, Jim. Tu bluffes? Je bluffe? David se leva, se dirigea vers la porte. Je suppose qu'on le découvrira à 9h01 quand mon gars prend contact. Attends! La voix de West craqua. Attends! Qu'est-ce que tu veux? David se tourna. Je veux la vérité sur Malcolm Calhoun. Je veux que tu confesses qu'il t'a ordonné de saboter la tour Méridiane. Je veux une déclaration enregistrée qui tiendra au tribunal. Il me tuera? Peut-être, mais si tu ne parles pas, ta fille meurt, et puis Malcolm te tue de toute façon parce que tu es un risque qu'il ne peut pas se permettre. West s'affaissa dans sa chaise, la défaite écrite sur son visage. Tu ne sais pas ce que tu demandes? Je sais exactement ce que je demande. Malcolm a tué 63 personnes. Il t'a payé pour le faire. Maintenant, il va payer pour ça. D'une façon ou d'une autre, pendant un long moment, West ne dit rien. Puis, doucement, j'ai besoin d'immunité, immunité complète contre les poursuites. Parle à l'inspecteur Brock, il peut arranger ça, et ma fille reste en sécurité. Tu as ma parole? West rit amèrement. La parole d'un homme qui vient de menacer de tuer ma fille, c'est censé me rassurer. C'est mieux que la parole de Malcolm, souligna David. Il prévoit déjà de te sacrifier? Au moins je te donne un choix. West ferma les yeux, et quand il les rouvrit, quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Fais venir Brock, je lui dirai tout. 3 heures plus tard, David était assis dans une salle d'observation regardant la confession de Jim West à travers une vitre sans teint. L'inspecteur Brock et un procureur adjoint posèrent des questions tandis qu'une caméra enregistrait chaque mot. Malcolm m'a approché en août dernier. Date West, sa voix plate, sans émotion, a dit que le projet Meridian allait le ruiner. Dépassement de coûts, retards, problème structurel qui requérait des réparations coûteuses. Il avait déjà investi 200 millions de dollars dedans. S'il le complétait correctement, il équilibrerait à peine. Mais la police d'assurance, ça valait 400 millions de dollars. Donc, il t'a demandé de le détruire, dit le procureur adjoint. Pas au début. Au début, il voulait juste que je m'assure que le bâtiment reste problématique. Utiliser des matériaux bon marché, sauter les inspections, créer des raisons plausibles pour les retards. Mais ensuite, Jarvis a commencé à enquêter. Malcolm savait que le rapport exposerait tout, tuerait le projet, peut-être même mènerait à des accusations criminelles. Donc, il t'a ordonné de faire tomber le bâtiment. West hocha la tête. Le faire ressembler à une défaillance structurelle, le blâmer sur les coupes de coups, le faire passer pour un accident tragique plutôt qu'un sabotage délibéré, tuer le bâtiment, collecter l'assurance, se débarrasser des preuves contre lui et tuer quiconque savait trop, ajouta Brock. La réunion était programmée pour 10 heures. Malcolm savait exactement qui serait là. Jarvis, la commission du bâtiment, ses propres cadres qui avaient soulevé des préoccupations, il l'a planifié pour 9h07 pour attraper les arrivants précoces. S'assurer que les témoins clés meurent. Pourquoi as-tu accepté? La mâchoire de West se serra. Il m'a payé et il me possédait. J'avais des choses dans mon passé, des choses que Malcolm connaissait. Il a dit que si je ne l'aidais pas, il s'assurerait que ces choses sortent d'eux. Donc, j'ai fait ce qu'il demandait, installer les explosifs, charges, façonnés de grades militaires placés contre les colonnes de soutien primaire, détonateurs temporisés,
tous liés à un déclencheur central. Je les ai déclenchés à distance à 9h07 depuis mon appartement à Quincy, puis j'ai conduit jusqu'au bureau de Malcolm, lui ai donné le code de confirmation, collecté mon paiement. Le procureur adjoint se pencha en avant. Tu dis que Malcolm Calhoun savait le moment exact où le bâtiment s'effondrerait, qu'il était un participant actif. Il a appuyé sur le bouton, dit West doucement. J'ai installé le système. Mais il a insisté pour être celui qui le déclenche, a dit que c'était son bâtiment, sa décision. Je lui ai donné la télécommande, lui ai montré quel bouton appuyer. Il l'a appuyé à exactement 9h07. David sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Malcolm n'avait pas juste ordonné le meurtre. Il l'avait personnellement exécuté. La confession continua 1 heure de plus, West détaillant chaque aspect du plan, chaque conversation, chaque paiement. À la fin, le procureur adjoint souriait. « C'est assez, dit-elle. On peut arrêter Malcolm Calhoun ce soir. Fais-le, accepta Brock. David quitta le poste de police à 15h à gare, épuisé, mais sombrement satisfait. Il avait obtenu ce dont il avait besoin. La confession de West détruirait Malcolm. Les enregistrements financiers de Macon fournissaient la corroboration. Les images de sécurité prouvèrent la présence de West ensemble. C'était un dossier étanche. Il appela Dale Welch. Anneau l'ait déjà fait. La fillette n'a jamais su que quelque chose se passait. David sentit un twist de culpabilité. Kelly Gibbs était innocente. L'utiliser comme levier contre West avait été impitoyable, peut-être même cruel, mais 63 personnes étaient mortes. Impitoyable était nécessaire. Il conduisit chez lui, planifiant de dormir 12 heures d'affilée. Au lieu de ça, il trouva sa porte d'entrée entrebâillée. Chapitre 8. Le coup final, la main de David alla à son téléphone, prêt à appeler le 911. Mais quelque chose l'arrêta. La porte n'était pas cassée. Elle avait été ouverte avec une clé, et la maison était trop silencieuse. Si c'était un cambriolage, il entendrait quelque chose. Du mouvement, des voix, des bruits de fouille. Ce n'était pas aléatoire. Il poussa lentement la porte, écoutant. Rien. Il entra. « Bonjour, David. » Malcolm Calhoun était assis dans le salon de David, à l'aise comme s'il possédait l'endroit. Tenant un verre du propre whisky de David, il avait l'air calme, presque amusé, comme si c'était une visite sociale. Je me suis permis d'entrer. Continua Malcolm. J'espère que ça ne te dérange pas. Nous devons parler. L'esprit de David courait. Où est Laurie? Ta femme est en sécurité? Elle est chez sa sœur dans le Connecticut. Souviens-toi, tu lui as texté plus tôt suggérant qu'elle passe le week-end là-bas. Malcolm sourit. Ou plutôt, je lui ai texté depuis ton téléphone. La technologie est merveilleuse. La police sait tout. West a confessé. C'est fini. La confession de Jim. Oui, j'ai entendu. Histoire fascinante. Employé troublé avec un historique de travail sur explosifs devient fou, sabote le bâtiment, essaie de piéger son employeur innocent. Malcolm sirota son whisky, sa parole contre la mienne. Et j'ai des alibis. David. Étanche. Tu as des alibis faux? On peut prouver qu'ils ont été fabriqués. Peux-tu... Mes avocats ne pensent pas. En fait, mes avocats pensent que toute cette affaire est circonstancielle. Les images de sécurité montrent West. Pas moi. Les enregistrements financiers montrent un paiement de consulting légitime. La confession de West est coercée. Il prétendra que tu l'as menacé. L'as fait mentir. Je ne l'ai pas menacé. Le sourire de Malcolm s'élargit. Non. Drôle. Parce que j'ai un enregistrement de toi dans cette prison disant à Jim que tu ferais du mal à sa fille s'il ne coopérait pas. Il s'avère que la salle de consultation a des caméras, audio aussi. Le procureur adjoint va adorer ça. Le sang de David se glaça. Tu minces. Je mince. Malcolm sortit son téléphone, joua un clip, la voix de David. Clair comme le jour. En ce moment, il est 6h15. À 9h, Kelly sera à ce parc. Et à moins que tu me donnes ce dont j'ai besoin, elle va passer une très mauvaise journée. C'est de la surveillance illégale, dit David. Mais sa voix manquait de conviction. Peut-être, ou peut-être que c'est la preuve de manipulation de témoins, coercion, et conspiration pour commettre une agression. De toute façon, ça détruit la confession de West. Te fais passer pour le criminel? Malcolm se leva, posa son verre. Tu as bien joué, David. Vraiment? Tu as trouvé des preuves? Tourné mon propre homme contre moi? Construit un dossier? Mais tu as oublié à qui tu as affaire. Un meurtrier? Un homme d'affaires, corrigea Malcolm. Je prends des décisions calculées basées sur l'analyse coût-bénéfice. Le Meridian me coûtait plus qu'il ne valait. 63 personnes était une perte acceptable comparée à la faillite et la prison pour fraude. Tu l'admets?
À moi, parce que tu ne quitteras pas cette pièce vivant pour le dire à quiconque. » David se tendit, cherchant des voies d'échappement, des armes, quoi que ce soit. « Tu vas me tuer ici, dans ma propre maison. La police saura que c'était toi. Le sauront-ils ?» Voilà ce qui s'est passé. David Jarvis, consumé par la culpabilité sur l'effondrement de Meridian, affligé par son rôle dans les défaillances structurelles du bâtiment, assombré dans la dépression. Sa femme l'a quitté, sa carrière était finie, il ne pouvait pas le supporter. Malcolm sortit un pistolet, élégant, supprimé, professionnel, donc il s'est suicidé, un seul tir à la tête. Très tragique. Laurie sait que je n'avais pas de dépression. Laurie croira ce que les preuves montrent. Et les preuves, les textos, les emails, les entrées de journal que je vais créer, montreront un homme qui s'effondre. Personne ne le questionnera. Malcolm leva le pistolet, le visa à la tête de David. David ne bougea pas. Son esprit travaillait, calculant des angles, timing, probabilité. Malcolm avait raison sur une chose. Il avait sous-estimé son adversaire, mais Malcolm avait fait une erreur aussi. Il était venu seul. « Avant que tu appuies sur la détente, » dit David calmement, « tu devrais savoir que j'enregistre cette conversation. » L'expression de Malcolm clignota. « Tu bluffes ?»« Je bluffe ?» David sortit son téléphone, montra l'app d'enregistrement en marche. Horodatage, montrant qu'il avait commencé au moment où il était entré dans la maison. « Tu viens de confesser 63 meurtres. Sur bande, en détail. Donne-moi ce téléphone. Ou quoi ? Tu me tueras. Tu prévois déjà de le faire ? Mais si je suis mort et que cet enregistrement disparaît, la police se demandera pourquoi. Ils enquêteront, ils trouveront la vérité. » La main de Malcolm se serra sur le pistolet. « Je dirais que l'enregistrement est faux, truqué, généré par IA, peut-être, mais ça soulèvera des questions. Et combiné avec la confession de West, les enregistrements financiers de Macon, le témoignage de Franklin Wilder, ça devient un motif. Des preuves s'empilant, même tes avocats chers ne peuvent pas défendre contre autant de fumée. Alors je détruirai tout ça. Tuer West, tuer Cohn, tuer Wilder, éliminer chaque témoin. Tu ne peux pas tuer tout le monde, Malcolm. C'est ton problème fondamental. Tu pensais pouvoir contrôler le récit, éliminer les menaces. Mais il est trop tard. La vérité est sortie. De multiples personnes la connaissent. Plus tu essayes de l'enterrer, plus elle se répand. Le visage de Malcolm se tordit de rage. Espèce de fils de pute autosatisfait. Tu penses être le héros ? Tu as menacé une femme et un enfant ? Tu as fait chanter un témoin ? Tu n'es pas meilleur que moi ? Peut-être pas, accepta David. Mais je suis encore vivant et tu es sur le point d'être arrêté. La porte d'entrée s'ouvrit en éclats. L'inspecteur Brock entra, pistolet dégainé, suivi de 4 officiers en uniforme. Malcolm Calhoun lâchez l'arme. Maintenant, Malcolm pivota, pistolet se tournant vers Brock. 3 officiers tirèrent simultanément. Malcolm s'effondra, du sang s'étendant sur le parquet de David. Brock écarta le pistolet d'un coup de pied, vérifia le pouls de Malcolm. Il est vivant. Appelez une ambulance. David resta figé, fixant le corps de Malcolm. C'était fini. Vraiment fini ? Comment saviez-vous qu'il viendrait ici ? Demanda David. Je ne le savais pas, admit Brock. Mais après la confession de Wes, j'ai pensé que Malcolm essaierait quelque chose de désespéré. Donc, j'avais une unité surveillant votre maison. Quand nous l'avons vu entrer, nous lui avons donné assez de cordes pour se pendre. Avons tout le confession sur audio. Il regarda David. « Ça va, je suis vivant. Vous êtes aussi sous enquête pour manipulation de témoins. Ce coup que vous avez tiré avec Wes, je sais, je m'en occuperai. » Brock hocha lentement la tête. « Pour ce que ça vaut, vous avez fait du bon travail. 63 personnes ont eu justice aujourd'hui parce que vous n'avez pas laissé tomber. 63 personnes sont mortes parce que je n'ai pas poussé assez fort avant l'effondrement, » corrigea David. « Ça ne nous rend pas quitte. » Mais en regardant les paramédics charger Malcolm sur une civière, regardant les flics le menotter inconscient, David sentit quelque chose proche de la paix. Ce n'était pas encore fini. Il y aurait des procès, des enquêtes, des conséquences pour ses propres actions. Mais Malcolm Calhoun paierait, Jim West paierait, la justice, messie et imparfaite qu'elle était, serait servie. Chapitre 9. Conséquences. 6 mois plus tard, David se tenait dehors du palais de justice du comté de Suffolk, regardant les équipes de nouvelles ranger leur équipement. Le procès avait duré 8 semaines. Le verdict était tombé ce matin. Malcolm Calhoun, coupable de 63 chefs de meurtre au premier degré, conspiration pour fraude à l'assurance et négligence criminelle, sentence recommandée. Perpétuité sans libération conditionnelle, Jim West avait plaidé coupable en échange de témoignages et reçu 25 ans.
Macon avait obtenu l'immunité pour sa coopération. Franklin Wilder était revenu du Montana pour témoigner et avait été salué comme un héros. David avait affronté son propre jugement. Les accusations de manipulation de témoins avaient été abandonnées après que le procureur adjoint ait déterminé que bien que ces méthodes soient discutables, elles avaient finalement servi la justice. Il avait été censuré par le conseil d'ingénierie pour violations éthiques, mais autorisé à garder sa licence. Laurie l'avait soutenu à travers tout, bien que leur relation reste tendue. « Ce n'est pas que je ne comprends pas pourquoi tu l'as fait », avait-elle dit une nuit. Des semaines après l'arrestation de Malcolm, « c'est que je ne reconnais pas qui tu es devenu. L'homme que j'ai épousé n'aurait pas menacé une femme innocente pour se venger. L'homme que tu as épousé n'a pas regardé 63 personnes mourir, » avait répondu David. « Je ne suis plus cette personne. Je ne peux pas l'être. » Ils y travaillaient, thérapie de couple. Longue conversation, reconstruction de la confiance. C'était un travail lent, douloureux. Mais ils essayaient. Maintenant, debout sur la place du palais de justice, David sentit quelqu'un approcher. Il se tourna pour trouver Kelly Gibbs, la fille de Jim West, poussant une poussette avec sa fille. « Emma, M. Jarvis, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler ?» David se tendit. « Je vous dois des excuses. »« Vous m'avez utilisé comme levier contre mon père ?» interrompit-elle. « Un père que je ne savais même pas avoir jusqu'à il y a 3 ans, un père que j'ai été trop effrayé pour approcher parce que sa vie semblait si sombre, si violente. Je sais, il n'y a pas d'excuse pour... Mais vous m'avez aussi sauvé la vie, continua Kelly. Le détective que vous avez engagé, Dale Welch, c'est lui qui m'a averti sur mon père, m'a dit qui il était, ce qu'il avait fait, suggérait que je reste éloigné. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque, mais après le procès, après que tout soit sorti, j'ai réalisé que si mon père était resté loyal à Malcolm, s'il avait gardé le silence, Malcolm aurait éventuellement découvert mon existence, m'aurait utilisé pour garder mon père en ligne, ou m'aurait tué pour nouer les bouts. Elle fouilla dans sa poussette, sortit une enveloppe. « C'est de mon père. Il m'a demandé de vous la donner. » David l'ouvrit. Dedans était une note manuscrite unique. « Jarvis, tu avais raison. Malcolm m'aurait jeté, utilisé ma fille pour me contrôler. Puis, nous aurait tués tous les deux quand nous aurions cessé d'être utiles. Tu m'as donné une chance de la protéger en disant la vérité. Je ne te pardonne pas de l'avoir menacée, mais je comprends pourquoi tu l'as fait et je suis reconnaissant qu'elle soit en sécurité. J.W. Il meurt, dit Kelly doucement. Cancer. Les médecins disent qu'il a peut-être 6 mois. Il a demandé si je le visiterais avant la fin. Je le considère. Vous devriez, dit David, quoi qu'il ait fait d'autre. Il est encore votre père et il a fait le bon choix. Quand ça comptait, Kelly hocha la tête, reprit la lettre. Merci, M. Jarvis. Pour ce que ça vaut, je pense que mon père avait besoin de quelqu'un pour forcer sa main. Il ne pouvait pas faire la bonne chose seul. Mais vous avez rendu ça possible ? Elle s'éloigna, laissant David debout dans la lumière de l'après-midi qui faiblissait. Il sortit son téléphone, ouvrit un fichier sur lequel il travaillait, une fondation, la Fondation Mémorial Méridian, établie pour soutenir les familles des 63 victimes. Il donna tout son honoraire du travail de consultation, plus l'argent de récompense offert par les familles des victimes pour des informations menant à des poursuites. Ce n'était pas assez, ça ne serait jamais assez, mais c'était quelque chose. Son téléphone vibra. Laurie, textant, dîner à la maison ce soir. Je cuisine ton préféré ? David sourit, répondit, j'y serai. Je t'aime. Il commença à marcher vers la maison, passant le palais de justice où Malcolm Calhoun passerait le reste de sa vie, passant le parc mémorial en construction sur le site où la tour Méridiane se dressait autrefois, vers la petite maison où sa femme attendait, et son avenir restait incertain, mais possible. Le chat lui avait sauvé la vie, la peinture l'avait gardé à la maison, mais il s'était sauvé lui-même en refusant de laisser le mal gagner. Même quand le combattre lui coûtait des morceaux de son âme, à la fin, la justice n'était pas propre ou simple ou satisfaisante. Elle était messie et compliquée et incomplète. 63 personnes étaient encore mortes. Malcolm finirait par mourir en prison. Mais ça ne les ramènerait pas. David porterait la culpabilité de ses propres méthodes, les menaces, la manipulation, la ruthlessness, pour le reste de sa vie. Mais Malcolm Calhoun ne blesserait plus jamais personne. Jim West paierait pour ses crimes. Et les familles des victimes sauraient que les hommes responsables affrontaient les conséquences. Ce n'était pas la rédemption, ce n'était pas la clôture, mais c'était assez... David marcha vers la maison à travers les rues de Boston, sentant le poids de tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait perdu, et trouva qu'il pouvait encore respirer.
encore avancer, encore espérer que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui. La peinture lui avait sauvé la vie ce matin-là, ce qu'il faisait avec cette seconde chance le définirait pour toujours. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. No, it's not out of a habit thing. It is literally just that I'm dry because of my Accutane that I'm on. Show you the goods? Okay. It's a mango. Tastes like mango. Prosciutto. Cantaloupe. They go good together, guys, I promise. Oy. I have to lick my spoon clean better. Or I'll just wipe it off. What, the tissue though? That sounds gross. It's not pecan. It's pumpkin. American pie is very different. What does a pumpkin pie look like to you? Bro, this Thanksgiving, it's a day in the year. And Pie Day is tomorrow. No, it's not. For some of you it is. Pie Day is in 2 days. Okay? $3.14 day. $3.14. I don't know the rest of pie. I'm glad I didn't know about pie until after my love for math kind of went out. Or I would have known way too many digits of it. Pie Day, 3.14. March 14th. Pie Day. I am celebrating an early Pie Day, you frickin' dork. Ya dweebs. Where should I start? I'm just gonna take the whole thing out. Thank you, Layla. I love pie. I'm showing you the pie. Pie Day. I feel like Layla definitely knows a ton of, like, the pie digits. The digits of pie. Do you guys want to see me cutting the pie or the pie being cut? I don't know what keyboard I use. I don't remember. The first person to reply said the pie being cut. So that's what you're getting. But I'm not going to take it out of the dish anyways. Because I don't have a plate.
I wonder if I could get myself sick again. Like, if I recover from being sick. No, I don't think so. And then I, like, eat the germs from eating this without a plate by, like, just digging in. Okay.